Salut, après mon petit déj, je me retrouve avec Alex. Salut Alex. Salut. Donc c'est la petite anecdote sympa, marrante, c'est comment j'ai rencontré Alex. En fait, je l'ai rencontré quand je commençais à apprendre le chinois. J'avais fait un article sur mon site et c'est là que tu m'avais laissé un petit commentaire. Je me souviens. Et ouais, ça m'a pas intrigué. C'était un gars qui suivait mes vidéos depuis un petit moment, enfin, depuis longtemps même. Ouais, je t'avais 10 ans, découvert quoi. sur tes vidéos StarCraft 2 à l'époque. Ah, ça fait un bail, hein. Ouais, ça Et remonte. ouais, t'as pas attiré mon attention par rapport à ça, parce que t'avais dit ouais, quelques petits conseils pour apprendre le chinois, basé sur l'expérience des langues que j'avais eues. Et ouais, ça m'a pas mal intrigué. Suite à ça, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais par rapport au chinois, et ça m'a intéressé. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui aussi, et que c'est devenu un très bon ami. Bah, merci à toi d'être venu à Nanting. C'était... Il n'y a pas de souci, en plus le temps est magnifique. Ouais. On est sur la terrasse là, et on est bien quand on est posé. Ah ouais, on a le petit courant d'air en plus, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement? Ouais, pas de problème. Un petit peu, voilà, quitter, qu'est-ce que tu fais, voilà, est-ce que tu peux dire un peu ces choses? Ouais, déjà, merci à toi pour l'interview, c'est sympa. Je m'appelle Alex, j'ai 30 ans et ça va faire 5 ans que je suis expatrié en Chine. Donc à la base, j'étais venu en fait pour apprendre la langue chinoise. Et ensuite, après, je suis resté. Donc j'ai appris la langue en fait à Kunming. Ouais. Donc une petite ville dans le sud-ouest de la Chine, pour ceux à qui ça parle. Donc petite ville à l'échelle chinoise évidemment, parce qu'en fait c'est une énorme ville. Ensuite je suis parti donc à Shanghai pendant 1 an pour travailler dans une boîte chinoise. Et maintenant là je travaille à Nanting. Donc là mon travail en ce moment c'est d'aider les francophones à apprendre la langue chinoise. Même ceux qui ont toujours été nuls avec les langues ou ceux qui ont toujours galéré avec les langues à l'école. Ouais. Donc là c'est mon activité en ce moment. À Kunming, quand t'es arrivé, t'étais resté combien de temps au début? À Kunming, je crois que je suis resté en tout presque 2 ans, mais j'ai fait des breaks. En fait, je suis parti voyager souvent. Parce qu'à la base, j'étais venu pour apprendre la langue chinoise et j'apprenais de façon assez intensive et j'avais besoin de prendre des breaks souvent. Donc, par exemple, je faisais 4 mois à fond de chinois. Ouais. Et ensuite, je partais genre 2 mois explorer la Chine. Je prenais mon sac à dos et je partais. Parce qu'en fait, en gros, je vivais avec un sac à dos de 20 litres. Tu sais, j'avais un peu le lifestyle nomade digital. Et je pouvais partir un peu quand je voulais, quoi. J'avais juste un sac à dos de 20 litres et donc je faisais des breaks comme ça. Donc voilà, donc je suis resté en tout presque 2 ans à Kunming et ensuite je suis parti à Shanghai. D'accord. Et ça m'a toujours intrigué. Après, bon, je sais pas si t'as envie de parler ça devant la caméra, mais c'est que t'avais rien à voir avec les langues au début, non? T'étais pas du tout là-dedans, quoi. Et... En fait, à la base, non, j'étais pas du tout dans les langues. Pour la petite anecdote, c'était une période de ma vie où je cherchais un nouveau challenge, tu vois. Je m'ennuyais un petit peu dans mon boulot, je m'ennuyais un petit peu dans... C'était la routine, quoi. J'étais à la vie parisienne, quoi. Un peu métro, boulot, dodo, tu vois. Ouais. Et je passais beaucoup de temps dans les transports, parce qu'à Paris, voilà, quoi. Et je cherchais un moyen, en fait, d'occuper un peu le temps dans les transports. Donc je me cherchais un peu un nouveau hobby. Et puis voilà, les langues, ça se collait bien dans les transports, parce que tu peux écouter pas mal de podcasts. J'ai commencé comme ça, en fait. Donc au début j'écoutais genre 20 minutes le matin dans le train, après le soir 20 minutes. Puis au début comme tu disais, j'avais rien à voir avec les langues, j'étais même complètement nul en fait à l'école. Vraiment mauvais, quoi. Je me souviens encore, j'avais genre 2. Voilà un bon exemple de personne. Franchement, toutes les personnes vous dites mauvais en langue et tout, non, la preuve qu'on peut ne pas avoir un attrait pour les langues et devenir un des meilleurs éléments que je connaisse, en tout cas pour les langues chinoises. C'est assez, au début en fait ça m'a même été un problème pour moi parce que j'avais une appréhension par rapport aux langues. Je me suis dit à l'école ça s'est très mal passé pour moi. Genre j'avais eu 2 au bac en allemand, c'est un peu la honte. Surtout que c'était beaucoup de QCM, ça veut dire que j'ai même pas eu de chance au QCM, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment la honte. Donc j'avais peur. T'avais fait S comme bac? Ouais, j'avais fait S. Ouais, je sais, moi j'avais fait ES, c'était plus oral au niveau de l'allemand. Ouais. Et je sais que les S c'était plus écrit, un peu plus dur pour les S. T'avais un QCM, c'était beaucoup de QCM en fait. Et t'as vu, même avec les QCM, j'ai quand même réussi à avoir 2. C'est-à-dire que vraiment j'étais trop mauvais, quoi. J'avais pas d'intérêt, j'arrivais pas à m'intéresser à la langue, donc c'était une catastrophe. Et quand j'ai commencé le chinois, j'avais un peu cette appréhension, tu vois, j'avais peur. J'avais peur d'abandonner en fait. Donc c'est pour ça que quand j'ai commencé le chinois, j'ai commencé vraiment très cool. Genre juste 20 minutes, avec un podcast très facile à faire. Et le but c'était de pas abandonner tout simplement. Donc ça a commencé comme ça, à Paris. Il y avait une anecdote que tu avais racontée où tu avais triché pour les caractères, comme ça. Et ça t'avait foutu une claque parce que du coup tu t'étais dit ah bah non je vais arrêter maintenant, je vais vraiment me donner à fond. Pour la petite anecdote, c'est rigolo comme anecdote parce que c'était pendant que j'étais en école de commerce. Donc j'étais le gros glandeur, l'étudiant typique d'école de commerce qu'on n'a rien à foutre des cours. C'était l'époque où je jouais à StarCraft
Donc dans ma vie, le but dans ma vie à ce moment-là, c'était pas du tout les cours, c'était pas du tout les langues, c'était comment faire pour être meilleur à StarCraft. Voilà, c'était ça le seul but de ma vie. Et en fait, le truc c'est qu'on nous a demandé de choisir une LV2. Et bien sûr, j'allais pas choisir allemand parce que j'avais un très mauvais souvenir avec l'allemand. Ouais. Et donc il me restait que le chinois parce que les espagnols, si tu voulais choisir espagnol, il fallait déjà avoir un certain niveau, ce qui était pas mon cas. Donc j'avais que le chinois comme option. Et je m'étais dit, ouais, c'est bon, le chinois, ça va être initiation au chinois, on va regarder des films, on va jouer à des jeux, on va faire des goûters, tu vois, le truc de glandeur. Et en fait, non, c'était vraiment le vrai cours de chinois avec la vraie prof de chinois. Il y avait des devoirs à faire, il y avait des caractères à apprendre et tout. Et moi, j'étais pas dans ce délire-là, tu vois. J'étais là, mais non, mais moi, je veux jouer à StarCraft, c'est quoi ce bordel? Et ouais, j'avais triché pour apprendre des caractères, du coup, parce que, pour la petite anecdote, l'examen pour ce cours, c'était de lire un texte à l'oral devant la prof, écrit en caractère chinois. Et on pouvait le préparer à la maison pendant une semaine. Donc c'était pas un truc très difficile en fait. Il suffisait de préparer le texte, d'apprendre les caractères et de le lire devant la prof. Donc rien d'incroyable. Mais moi j'avais rien foutu pendant le trimestre, donc vraiment rien foutu. Et apprendre les caractères c'était pas une option pour moi, tu vois. C'était juste trouver le raccourci pour me débrouiller à l'examen. Et en fait j'avais appris les pinyin par cœur comme un débile. Comme si on apprenait une poésie mais dans laquelle on comprend rien parce que c'est écrit en pinyin. Et je m'étais dit, ben vas-y, tu sais quoi, je vais réciter ma poésie devant la prof et elle va voir que du feu. Je vais faire semblant de lire les caractères. Et évidemment, ça a foiré complètement. Je pense qu'au début, on est tous un peu passés par là. Enfin, on passe trop par le pinyin, on est là, on n'a pas confiance. Apprendre le pinyin par cœur. Mais du coup, elle t'a grillé pour les caractères, elle l'a vu tout de suite. Elle l'a vu tout de suite parce qu'elle m'a dit de me reprendre. Elle m'a repris en fait. Elle m'a dit, pris un endroit. Tu peux relire à partir de là. Et je lui dis non mais attends en fait je peux pas relire depuis. Et à partir de là tu t'es dit bon j'arrête les conneries, je vais me mettre sérieusement ou non pas du tout, c'était pendant l'école de commerce. Elle m'a viré du coup, elle m'a dit dégage, t'apprends rien. Mais c'était un petit déclic pour toi quand même de... Non mais ça a été un problème pour moi quand je m'y suis remis après. Donc, quand j'ai été diplômé après que je travaillais, quand je me suis remis au chinois j'avais ce souvenir, ben voilà je m'étais quand même fait virer d'un cours d'initiation à la langue chinoise, c'était chaud. Et c'est pour ça qu'au début j'avais peur d'abandonner en fait, parce que le souvenir que j'avais du chinois c'était c'est une langue trop difficile, il faut apprendre les caractères, ça n'a rien à voir avec la prononciation. C'est comme si on apprenait deux langues en même temps. Et c'était ça en fait, j'avais peur, j'avais tout le temps peur au début, je me suis dit faut pas que j'abandonne, je vais juste faire 20 minutes, si j'y arrive c'est bien, tu vois. Voilà. Et c'est comme ça a commencé comme ça. D'accord, et aujourd'hui tu as quel niveau à peu près en chinois? Tu avais le HSK6, tu avais eu? Ouais, alors aujourd'hui... t'es C2 quoi, t'as le niveau maximal. Non, pas du tout. En fait, même si tu veux, l'équivalence entre HSK et niveau européen, je sais pas comment on appelle ça, les C1, C2. Les Chinois ils trichent. En fait, ils disent que le HSK6 c'est l'équivalent d'un C2. Mais C2 c'est l'équivalent de quelqu'un qui est presque bilingue quasiment. C2 c'est très dur à avoir et il y en a très peu je pense qui ont vraiment un niveau C2 dans une langue. C'est un niveau qui est très académique. C'est très très haut comme niveau. Donc c'est quand même on va dire C1 genre. Comment on se situe à peu près par rapport au niveau européen? Parce que pour nous, quand on dit HSK, on ne sait pas trop. Voilà, donc on ne sait pas trop. Donc ils ont fourni une équivalence qui est truquée, enfin qui est pas vraiment correcte pour moi. Parce que HSK6 c'est l'équivalent d'un niveau courant pour moi. C'est-à-dire que tu es un B2+, je sais pas comment on peut dire. B2+? Ouais, B2+, ça veut dire que... Moi j'ai remarqué un truc aussi, moi si je me trompe, mais quand tu as un niveau genre, je sais pas, B2 dans une langue asiatique, c'est super élevé quoi. C'est pas genre comme si tu avais un niveau B2 en anglais, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même encore plus élevé. Moi je me compare beaucoup par rapport à l'anglais, tu vois. Donc en anglais je me situe à C1, presque, pas C2 mais presque. À l'écrit je pourrais être C2 mais pas à l'oral. Et je me compare par rapport à l'anglais. Et tu vois mon chinois est encore bien loin de mon anglais. Donc c'est pour ça que je me situe en chinois. Si je devais donner un équivalent de mon niveau, ça serait B2+. Quoi. B2+, d'accord. Voilà, tu vois. Donc ce qui est déjà vraiment très bon. Je peux communiquer à l'oral sans problème. Je peux regarder des films sans problème. Lire des caractères, tu peux même lire les caractères traditionnels un peu. Ouais, parce que je les ai appris quand j'étais à Taïwan, mais en vrai, comme je vis en Chine, j'ai plus l'occasion de voir les simplifier. Donc en vrai, les traditionnels, je les ai appris, je peux les lire, mais je suis lent, je suis méga lent. Faut une demi-heure pour lire un article, alors qu'en simplifié, il me faut quelques minutes. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est qu'en gros, je peux converser sur tous les sujets que je veux, je peux regarder des films, ça c'est cool. Notamment toutes les séries chinoises qui sont très très faciles à comprendre. Et je peux lire le journal si c'est des articles sur lesquels sur des thèmes que je connais un petit peu. Sinon ce que je fais beaucoup c'est que je lis le journal tu sais pour les apprenants. C'est un petit peu simplifié, ils ont un petit peu changé le vocabulaire mais ça reste quand même du niveau presque courant. C'est un peu le niveau que j'ai en ce moment.
Donc pendant tout ce temps, tu as appris le chinois, tu avais commencé avant d'arriver en Chine. Ouais. Tu avais un peu commencé, tu es arrivé ici, j'imagine que tu as boosté la motivation, boosté le niveau. Ouais, en fait, à la base, j'avais appris à Paris, donc dans les transports. Donc au début, c'était 20 minutes, puis après, c'était une demi-heure, puis après, c'était 1 heure. Puis après, tu sais, ça a grossi comme ça. Puis à un moment, tu vois, t'as pas assez d'heures dans ta journée. J'avais de plus en plus faim, j'avais de plus en plus envie d'apprendre. Parce que le chinois, c'est un peu une langue où plus tu en apprends, plus tu as envie d'apprendre. Ouais. Et donc, à un moment, il fallait que je parte en Chine. Enfin, j'ai décidé de partir en Chine pour justement me plonger à plein temps dans l'apprentissage de la langue chinoise. Quand je suis parti en Chine, c'est un peu comme si j'avais pris la langue chinoise et que je considérais que c'était mon job, tu vois. J'avais changé de mentalité dessus, en fait. À la base, c'était un hobby que je faisais dans les transports pour m'amuser. Et à la fin, c'est devenu un job où là, je suis parti en Chine et j'ai considéré la langue chinoise comme on considérait un job. C'est-à-dire que j'avais des indicateurs de performance, tu vois. Tous les jours, je mesurais combien de vocabulaire je pouvais apprendre, en combien de temps je pouvais l'apprendre. Je mesurais aussi le temps que je prenais, par exemple, pour lire un texte, pour communiquer, quelles étaient les erreurs que je faisais, est-ce que j'arrivais à corriger mes erreurs et que je faisais pas tout le temps les mêmes. Voilà, donc j'avais complètement changé de mentalité et je suis parti en Chine notamment pour avoir l'environnement. Parce que honnêtement, tu peux apprendre le chinois en étant en France, il n'y a pas de problème, quoi. D'ailleurs, je l'ai fait pendant 1 an et il n'y a eu aucun problème. Mais je voulais le petit plus, tu vois, je voulais le petit plus et je voulais l'environnement chinois pour vraiment compléter complètement le... Bien sûr, ouais. Je voulais tout, mettre toutes les chances de mon côté. C'était pour ça. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression aussi quand tu es en Chine, tu sais, tu as des pays où par exemple ils vont très bien parler anglais. Ouais. Et du coup ça te brine un peu parce que si toi tu as un bon niveau d'anglais, tu vas plutôt choisir la solution de facilité. Ouais, c'est clair. Alors qu'ici, vu qu'ils parlent pas forcément tous bien anglais, ça souvent dans les lieux publics, tout ça, ça force quand même à essayer de lire un peu les caractères, de se débrouiller, de parler un peu chinois. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas forcément toujours l'effort, mais moi je sais que à chaque fois que je fais l'effort, c'est le bienvenu. Les Chinois sont prêts à nous parler, à nous aider, etc. Je pense que ça qui est bien avec la Chine, c'est que les Chinois parlent pas très bien anglais. Sans vouloir être méchant, évidemment, ça dépend aussi des gens. Après, ça dépend. Mais c'est cool quand tu apprends une langue que les gens ne peuvent pas te répondre dans une autre langue que celle que tu apprends. Et le peu que tu connaisses, moi je sais que même quand j'écris, ils veulent carrément taper la causette avec nous, écrire longtemps. C'est bien, c'est encourageant, quoi. Le peu qu'on arrive à maîtriser, tiens, tu parles bien, etc. Alors qu'en France, on n'est pas trop comme ça souvent. Si quelqu'un ne maîtrise pas à fond notre langue, on dit En plus, un truc cool avec les Chinois, c'est qu'ils sont ils vont faire beaucoup de compliments en fait. Et c'est super bon quand tu es débutant, très encourageant pour la motivation. T'en parlais aussi ça dans tes articles, tout ça, Même si c'est un peu exagéré, tu vois. Des fois, tu dis juste ni hao. Après, tu dis waouh, et en fait, c'est exagéré évidemment, mais c'est quand même bon pour la motivation parce que bien sûr. Je me souviens qu'en Europe, moi, j'avais pas ça quand tu partais dans des pays. Par exemple, je suis parti au Danemark. Si tu parles en anglais au Danemark, les gens ne vont pas te dire oh c'est incroyable tu parles anglais. Parce qu'aujourd'hui tout le monde est censé parler anglais, voilà, tu vois, donc c'est pas normal en fait. Alors que le chinois, surtout venant d'un Waigurian, d'un Nage. Voilà, ils ont pas l'habitude en fait. Ouais, c'est un peu exotique. Donc même si c'est fake, c'est quand même bon pour la motivation. Voilà. Ouais, très bien. Et t'as mis combien de temps alors en tout et pour tout pour avoir le niveau que tu as aujourd'hui? T'as mis combien de temps d'apprentissage pour le chinois? À peu près, j'ai calculé parce que tu sais, j'ai tout mesuré, j'ai tout documenté. Ouais. Le chinois, c'est vraiment une langue que j'ai documenté à fond. C'est-à-dire que je sais exactement combien de temps j'ai passé sur chaque niveau. Donc en tout, j'ai mis 20 mois, sachant que c'est possible d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'au début, comme je te disais, j'y allais cool, quoi, 20 minutes par jour. Ça a augmenté comme ça et ça a fait une courbe exponentielle. Tu vois, à la fin, je passais 12 heures par jour, tous les jours pendant 6 mois. Et je pense que plus on devient bon dans une langue, plus on est motivé. C'est ça. En tout cas, pour l'allemand, ça m'avait fait ça. J'étais pas terrible au début et plus je devenais bon, plus je prenais de plaisir et plus j'étudiais la langue. Ouais, moi j'avais toujours faim. Je me souviens, c'était un problème pour moi parce que j'étais jamais satisfait. J'avais toujours cette impression que j'étais pas assez bon. Et je me suis dit non mais allez là, il faut que je mette les bouchées doubles, tu vois. Alors que je passais déjà 10 heures par jour. Comment tu veux faire plus? Du coup, tu es obligé de réfléchir un peu aux méthodes que tu utilises. Tu peux pas juste t'es un titan de productivité. C'est ça, t'es toujours en train de te dire comment je peux faire plus, comment je peux faire plus, comment je peux faire plus. Et peut-être on en parlera un peu après, mais ça a beaucoup rapport avec la mentalité, tu sais, sur StarCraft, quand tu veux jouer de façon compétitive. Je sais que t'en parles pas mal dans tes vidéos. Pas souvent, ouais, mais on peut toujours associer le côté un peu... En fait, les langues, c'est marrant parce que c'est même... j'associe même pas que ça au sport électronique. Je peux même associer ça aux jeux auxquels on a joué parce que tu as des éléments, ils sont là, tu t'en sers, tu fais ta bouillabaisse, tu parles à partir de ça et après, il faut savoir l'utiliser. Alors il y a des erreurs, il y a des trucs à pas faire, tu sais, et puis petit à petit tu progresses comme ça. Enfin, c'est une sorte d'analogie que dans ma tête c'est un peu comme ça aussi. Ah non, mais c'est clair, moi je me suis directement inspiré de cette
mentalité de progression qu'on Ouais. a quand on est compétitif sur l'e-sport par exemple, pour la langue chinoise. Genre j'ai appris le chinois comme je jouais à StarCraft, tu vois. Genre c'était la même chose. Au début aussi, même tu voulais pas créer un apprentissage house pour le c'était chinois. une référence au C'était gaming house. une bonne idée ça. Après, je sais pas s'il y aurait eu énormément de gens motivés pour faire 12 heures par jour. En fait, si, moi j'avais un vraiment coloc qui était un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il était là pour la langue chinoise. Il n'avait pas d'autre objectif. Donc c'était cool, on avait un peu la même mentalité. Et j'avais renommé notre appart en la Chinese House. C'était une référence en fait au gaming house des Coréens, où à l'époque ils s'enferment dans une maison et ils jouent 12 heures par jour pour être les meilleurs au monde. Bah, c'était un peu ce qu'on se faisait. Je trouvais ça une idée excellente. Moi j'aurais peut-être même eu l'idée de faire ça si j'avais trouvé des gens motivés. C'est bon pour la motivation aussi, parce que tu es avec des gens qui sont un peu dans le même esprit que toi. Vous vous entraidez aussi pas mal. Genre le soir parfois on se posait sur le canapé, tu vois, et on se discutait genre pourquoi cette particule on l'utilise comme ça, pourquoi ce mot plutôt que celui-là. Et tu vois, ça aide à progresser en se posant des questions comme ça. Donc voilà, donc la Chinese House nous a pas mal aidé pour ça. Et au début, donc du coup, comme tu étais en e-sport comme moi, tu t'intéressais aux jeux vidéo, tu t'intéressais surtout beaucoup à la Corée. Ouais. Et finalement, tu t'es dit, le chinois, pas le coréen. C'est limite presque. Enfin, moi, c'est une histoire, mais je me dis que la tienne est aussi différente par rapport à ça. Ouais, alors moi à la base, c'est vrai que j'étais très porté sur la Corée, puisque comme toi, j'étais aussi, à fond dans l'e-sport. Et mes dieux, quand j'étais ado, mes dieux, on va dire, si j'avais des posters dans ma chambre, j'avais pas de posters, mais si j'en avais, ça aurait été les Coréens, genre Moon, MC, voilà, c'était un peu mes stars, tu vois. Donc ouais, à la base, j'étais très Corée. J'avais même prévu d'aller en Corée faire un Erasmus. À la base, j'avais ça comme projet. Puis c'est tombé à l'eau. Et là, tu t'es rendu compte que Erasmus c'était seulement européen. Ouais, en plus, il fallait tout. Parce qu'au début, on pense tous que Erasmus c'est le monde entier. Je sais pas pourquoi ils sont aussi connus, Erasmus. Et en fait, c'était pas du tout. Enfin, il fallait faire un partenariat avec une école en Corée, c'était compliqué. Enfin, bref, c'est tombé à l'eau. Et finalement, j'ai laissé tomber la Corée quand j'ai arrêté StarCraft. J'ai complètement laissé tomber la Corée. C'est la même chose que moi. Quand j'ai arrêté les judo, parce que manque de temps. Voilà, quand j'ai fini les études, j'ai complètement arrêté tout ce qui était jeux en ligne sur StarCraft et Warcraft, parce que j'avais plus le temps et puis ça m'intéressait plus en fait. Par contre, j'ai complètement gardé cette mentalité de performance, de recherche, de progression. Et donc, pourquoi pas la Corée? Tout simplement parce que j'ai plus d'intérêt. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était voyager. Donc, je m'étais posé la question, quelles sont les langues utiles pour quelqu'un qui aime voyager, tu vois? C'est vrai que si tu compares quand même l'utilité du chinois à côté de japonais ou même du coréen. C'est pas que les langues m'intéressaient pas, franchement la langue coréenne et la langue japonaise m'intéressent. Ouais, moi aussi. Mais d'un point de vue pratique, je vois pas trop à quoi ça sert. Sur un CV, mais tu maîtrises le chinois ou tu maîtrises japonais et coréen. Japonais et coréen, si tu veux travailler seulement dans ce pays-là. Voilà, le chinois, pour le même si t'es pas en Chine, il y a tellement de chinois partout. Ouais, pour voyager, tu vois, je voulais voyager, donc ça se jouait entre espagnol et chinois. J'ai longtemps hésité entre les deux. Parce que j'étais aussi pas mal dans. Je m'étais dit, si je veux me faire un trip en Amérique du Sud, ou genre tu fais le tour de l'Amérique du Sud je sais pas, en coach surfing, tu vois, un truc comme ça. Et j'avais aussi le côté, l'Asie c'est pas mal, tu vois. Quelle langue serait utile si tu veux voyager en Asie? Plutôt le chinois en fait, finalement. Tu vois, il y a plus de gens qui parlent chinois que de gens qui parlent japonais. Parce qu'il n'y a pas que la Chine finalement qui parle chinois, tu vois, aussi par exemple Singapour. Donc même, il y a des Chinois vraiment partout en Asie, tu vois, il n'y a pas qu'en Chine. Donc c'est facile, quand tu parles chinois, de voyager en Asie. Je pense qu'il est intéressant aussi quand tu utilises ces langues, hormis l'aspect utilitaire, c'est que à partir de, une fois que tu maîtrises le mandarin, après il y a plein de dialectes, tout, ça attire la curiosité linguistique. Parce que tu as le cantonais, tu as tous les dialectes, tous les trucs. Je pense que si quand tu es linguiste, en tout cas moi je m'intéresse aux langues, le mandarin c'est le premier truc que je m'intéresse, mais après, il n'y a pas si longtemps, je regardais un peu le cantonais, je me dis, je pense que quand tu maîtrises le mandarin, ça va t'aider aussi pour maîtriser un peu la richesse linguistique. C'est incroyable, en Asie, il y a beaucoup de langues qui viennent du chinois. Tu vois, par exemple, le coréen et le japonais, ils viennent de la langue chinoise. Il y a des similitudes, tu vois. Il y a des mots en commun, par exemple. C'est un peu comme nous et, peut-être pas l'anglais, tu vois, mais le français et l'espagnol. Tu vas trouver des similitudes. Et du coup, alors après, tu as maîtrisé, maîtriser c'est un grand mot, tu as eu un très bon niveau de chinois, et tu t'es dit, tiens, je vais créer un business de chinois. Comment ça s'est venu, ce business? Comment est venue l'idée? En fait, j'étais salarié à Shanghai, donc j'étais salarié dans une boîte chinoise, et ça m'ennuyait, tu vois. Je voulais lancer mon truc. Donc je me suis dit, vas-y, je vais pas attendre d'avoir la bonne idée, tu vois, parce que ça viendra jamais. Donc je m'en fous, je me lance, je prends la moins pire idée de ma liste, et je la fais, tu vois, je m'en fous. Donc la moins pire idée de ma liste à l'époque, c'était créer une plateforme d'échange linguistique pour aider les gens à apprendre des langues. Voilà, parce qu'à l'époque, j'ai beaucoup appris le chinois via les échanges linguistiques.
Ça a été un gros Je conseille aussi pareil à tout le monde hein, les échanges linguistiques. Moi qui j'ai en participé à 300-400, j'en ai même organisé sur Montpellier, sur Londres, en Allemagne, c'est là où j'ai découvert ça en 2013. Sprachcafé, ça s'appelait. Et je suis devenu accro à ce café des langues. Ouais, ça c'est pour tout le monde, hein, même ceux. Il y en a souvent ils se disent ouais mais je suis pas assez bon, mais je pense que c'est vraiment the truc. Ah ouais non, moi c'est clair que ça a été la base de la base pour le chinois. Dès le premier jour, je parlais que 2 ou 3 phrases de chinois. J'étais déjà dans les cafés des langues, voilà. Parce que je dis souvent à mes élèves, c'est ça. Mais si vous voulez apprendre le chinois, si vous voulez apprendre à parler chinois, eh ben, il faut vous entraîner à parler chinois. C'est un peu comme le piano ou la guitare. Il faut pas attendre d'avoir un certain niveau. Il y a des gens, ils se disent j'attendrai à 2 avant de parler. Non, dès le début, il faut parler. Tu connais 2 mots, tu dis si, bah, commence à parler. Voilà, c'est exactement ça, c'est l'inverse. C'est en parlant que tu vas apprendre à parler. Voilà. C'est comme le piano ou la guitare. Si tu ne vas pas jouer, si tu vas pas mettre tes mains sur le clavier, tu vas jamais jouer le piano. C'est pas en écoutant que tu vas apprendre à jouer. Donc évidemment, écouter le chinois c'est important, mais surtout le parler, c'est ça le plus important. Et les cafés des langues, il n'y a rien de mieux pour parler chinois. Donc au début, tu voulais créer cette plateforme linguistique pour échanger les langues. C'est parti de là en fait. C'est parti de là parce que j'utilisais beaucoup les sites comme Conversation Exchange ou italki, tu sais, pour trouver des correspondants. Il y en a pas mal des applis comme ça. Il y en a pas mal. C'est bien utile. Hein, et j'arrivais pas à trouver l'appli parfaite. Parce que j'étais un gros utilisateur de ce genre de plateforme. Moi aussi. Et il y avait toujours un petit truc qui manquait, tu vois. Il y avait toujours une petite fonctionnalité qui manquait. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y, je fais ma plateforme, j'en ai rien à foutre. Je le fais, tu vois, je le fais. Puis ça va m'entraîner un peu, ça va aussi me mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat parce qu'à l'époque, j'en avais un petit peu marre d'être salarié. Et donc je voyais ce projet un peu comme une opportunité. Je me suis dit, bah vas-y, j'ai rien à perdre, je le fais. Donc j'ai galéré, mais à la fin, j'ai réussi à créer cette plateforme. Donc la plateforme, d'un point de vue technique, elle marchait super bien. C'était exactement ce que je voulais. C'est-à-dire une plateforme très simple, avec juste, tu sais, tu t'inscris, tu dis quelle langue tu veux apprendre, et automatiquement tu vas avoir des personnes qui vont être recommandées pour toi, proches de chez toi, pour dire voilà, si tu veux apprendre telle langue, je te conseille de contacter cette personne, etc. Voilà, donc d'un point de vue technique, ça marchait bien. D'un point de vue positionnement, marketing, c'était une catastrophe, pas possible, parce que tu pouvais apprendre toutes les langues imaginables. Et finalement, il n'y avait personne sur ma plateforme, ça, elle venait d'être créée. Et il n'y avait pas d'utilisateurs dessus, tu vois. Genre, comment tu fais pour attirer les premiers utilisateurs sur la plateforme quand tu es en concurrence directe avec des italki ou des Conversation Exchange qui ont des centaines et des centaines de milliers de membres, tu vois. Bien sûr. Donc là, je me suis posé la question, bon merde, bon ok, j'ai ma plateforme, tu vois, ok, ça marche. Donc Chinois Tips à la base, c'était ça. Une simple plateforme. L'ancêtre web. de Chinois Tips. Voilà, la base de ça, c'était ça. Et je me suis dit, bon, comment je fais pour attirer des gens sur la plateforme? Comment je fais pour pousser les gens à utiliser cette plateforme, tu vois? Et je me suis dit, bon, il faut que je me niche un peu, quoi. Faut que j'arrête de viser toutes les langues parce que ça n'a pas de sens. Tu dis qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient, mais il n'y avait personne, en fait. Tu pouvais trouver personne sur la plateforme parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Donc je me suis concentré uniquement sur le couple franco-chinois. Et là, tout de suite, ça a décollé, tu vois. Genre là, tout de suite, il y a eu des gens qui se sont inscrits. Et il y a même eu des tandems qui se sont créés. C'était quoi ton argument marketing, justement, pour arriver à différencier hormis le fait que ça soit de la niche, comment tu as fait pour dire... ça vaut le coup, au début, l'argument c'était ça, c'était de dire c'est une plateforme d'échange linguistique uniquement dédiée aux échanges franco-chinois. Et ça, il n'y en a pas en France, tu vois. Comme il n'y en avait pas à l'époque. Il y en avait, mais elles n'étaient pas actives ou elles étaient fermées. Il n'y avait pas grand-chose en fait pour le chinois. Pour le chinois, il n'y avait pas. Il y en avait pour l'anglais, l'espagnol, l'allemand évidemment, mais pas pour le chinois. J'étais un des premiers en tout cas à faire ça. Bon après, voilà, c'était le début, tu vois. C'était le début, ouais. Et après, donc c'est comme ça que c'est parti. Je me suis posé la question, ok, comment je vais attirer des gens sur le site? Parce que c'est juste une plateforme d'échange linguistique au final, tu vois. Et c'est là en fait j'ai commencé à créer le blog, donc j'ai commencé à créer des articles et des guides pour expliquer aux gens voilà comment faire pour apprendre le chinois plus efficacement, parce que le problème à beaucoup de gens en chinois c'est que ils se disent que ça va leur prendre 10 ans, que ça va être très long, ça va être très difficile, tu sais, c'est un peu des blocages que les gens ils ont. Et finalement moi ça m'avait pris que 20 mois, tu vois. Tout le monde me disait ça au début quand je connaissais pas le chinois, quand je voyais pas ce que c'était que le chinois. Tout le monde me dit ouais, ça met 10 ans à apprendre. C'est la langue la plus difficile au monde. Alors, finalement, je trouve pas quoi. Enfin, moi qui ai appris l'allemand, j'ai un élément de comparaison parce que l'allemand est assez difficile. Je me dis pas que le chinois met forcément 10 ans à apprendre. C'est pareil. Il y en a. Toi, tu as mis 20 mois. Voilà, moi j'ai mis 20 mois. Et t'es pas forcément quelqu'un de fort en langue à la base, comme on disait au début. C'est en autodidacte en plus. En autodidacte en plus. Donc je m'étais dit, bah tu sais quoi, je vais apprendre aux gens, je vais expliquer aux gens comment faire pour apprendre le chinois rapidement. Donc le site Chinois Tips à la base c'était ça. Donc c'était une plateforme d'échange linguistique que j'essayais de booster avec des guides. Et en fait finalement les guides ont mieux fonctionné que la plateforme, donc je suis resté sur les guides.
Donc j'expliquais mes méthodes, en fait c'était basé sur mon expérience, mon parcours. Comment faire par exemple pour apprendre les caractères, comment faire pour apprendre la prononciation, comment faire pour aller plus vite finalement, parce que t'as peut-être pas envie de passer 10 ans avant de pouvoir avoir ta première conversation au chinois, tu vois. Bien sûr. Enfin moi en tout cas, c'était pas ma mentalité. J'ai vraiment senti ce truc-là, ce côté très pragmatique. Voilà, je cherche les raccourcis. C'est ça qui est bien avec la langue chinoise, c'est que c'est rempli de raccourcis. C'est plein de petits hacks, je sais pas comment on dit en français, de petites astuces, de petits tips, tu sais, pour gagner du temps. Et la langue chinoise, c'est rempli de ça. Par rapport à des langues comme l'espagnol ou même l'anglais, l'anglais, voilà, il faut passer par la conjugaison, tu dois y passer. Alors que le chinois, tu peux vraiment trouver plein de petits trucs. Mais il y a plein de choses qui me paraissent même plus faciles que les langues européennes, tu vois. Il y a beaucoup de trucs. Enfin, je pense que ça choquera personne quand je dis qu'il n'y a pas de conjugaison, qu'il n'y a pas pas ces trucs-là. La grammaire, il y a des petites choses elle a ses particularités au niveau de la grammaire, mais il n'y a pas en tout cas tous les trucs qui sont chiants au niveau des langues européennes, quoi. Il y a pas. On va dire que les difficultés se font à d'autres niveaux en chinois, mais pas là-dessus. Souvent moi que le chinois c'est dur à la fin, mais c'est très facile au début. Et en fait plus tu progresses, plus c'est difficile. À l'inverse des langues comme le français ou l'espagnol, où au début tu dois te manger la conjugaison, tu dois te manger la grammaire, tu dois te manger les déclinaisons en allemand, c'est horrible, tu vois. Alors qu'en chinois il n'y a rien de tout ça. Dès que tu commences, tu peux déjà faire tes premières phrases en fait. Tu parles un petit peu comme un robot, c'est pas très correct, ta prononciation elle est catastrophique, mais ça passe, tu vois, on te comprend. Et c'est ça l'important, tu vois. L'allemand c'était exactement ça. Moi au début, l'allemand je galérais comme un porc, je comprenais rien à la grammaire. Et pourtant dès le niveau A1, il faut déjà faire de la grammaire compliquée. Voilà. Parce que si tu te trompes dans, je sais pas moi, tu mets un accusatif, tu connais pas l'accusatif, tu t'en sers pas. Une phrase tellement conne, tu peux pas la faire. Enfin, tu l'as fait, mais elle est complètement fausse. C'est rare. Alors qu'en chinois, non, en chinois, tu as l'ordre des mots, c'est comme le puzzle dont on parlait aussi à plusieurs reprises. Mais ça, le puzzle, une fois que tu as compris, tu vois, je trouve ça très pragmatique finalement. C'est très logique. C'est très facile. Et franchement, on essaie de casser un peu les a priori que les gens peuvent avoir sur l'apprentissage des Non, le chinois c'est très facile au début, c'est pour ça que d'ailleurs au début c'est un gros boost en motivation. Quand tu vas par exemple à un café des langues, comme on parlait tout à l'heure, t'es débutant, ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que tu apprends le chinois, tu vas à un café des langues, tu es déjà capable de te présenter, de dire un petit peu ce que tu aimes faire, pas forcément des trucs très profondément, tu vas pas aller parler politique, mais tu vas juste être capable de faire tes premières phrases, et finalement c'est ça le plus important. À ce jour du coup, alors tu as dit qu'au début tu faisais surtout des articles, des guides, et après tu as créé des formations. Ouais, parce que du coup ensuite quand le site a commencé à décoller, tu vois, les gens ont apprécié les guides. Là après j'ai commencé à me poser la question, bon d'accord, comment je fais pour monétiser un petit peu ce site, comment je fais pour, si un jour je veux me plonger plus sérieusement, comment je fais. Donc là le business model que j'ai choisi, c'est évidemment la formation, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rentable je pense pour un site. Donc là en fait l'idée c'est de proposer aux gens, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin, les gens qui vraiment sont impliqués et motivés dans l'apprentissage et qui veulent aller plus vite. C'est de leur proposer un programme, tu vois, où tu vas les accompagner personnellement et tu vas leur expliquer en détail, presque tu les prends par la main, comment faire pour passer d'un niveau, débutant à un niveau, je suis capable de me débrouiller en Chine, je suis capable de commander à manger, d'aller négocier mon loyer, d'aller me faire des potes, etc. Comment je fais? Voilà, étape par étape, tu vois. Donc là, c'est ça avec les formations dont tu parlais. Donc j'ai créé des formations et dès le début ça a bien fonctionné, tu vois, j'ai eu des très bons retours là-dessus. Les élèves étaient ravis, tu vois, ils ont progressé de façon tellement rapide que t'as même des gens qui me disaient bon t'en as pas d'autres, c'est quand la suite, tu vois. Je disais calmos parce que ça prend du temps. J'imagine que ça prend énormément de temps. Ouais, c'est super crevant à créer parce que tu vois je les écris les formations en fait, c'est pas de l'impro, tu vois. Donc je me pose la question, ok, comment je ferais si j'étais débutant aujourd'hui pour aller plus vite et passer directement au niveau, au niveau je suis capable de parler chinois. Il y a comme je te disais, il y a plein de raccourcis en fait. Et c'est ça en fait que j'essaie d'enseigner aux élèves, de leur montrer que t'as pas besoin de passer 10 ans. Il suffit juste de suivre la bonne méthode, d'en faire un petit peu tous les jours et tu vas y arriver en fait. Souvent par rapport aux ces raccourcis, je trouve que c'est vraiment ça un peu ta façon de faire. Parce que souvent quand je regarde, moi je sais pas moi, mais serait-ce qu'il y a un manuel de chinois, souvent ils t'apprennent plein de trucs. Alors c'est utile, je dis pas que c'est inutile de les apprendre, mais ça va être des caractères un peu compliqués dès le départ, tu vois, des trucs. Et quand tu veux te parler, tu veux apprendre des trucs, je sais pas moi,
c'est une de tes formations que j'ai appris Bukhawis, tu vois. C'est un truc pourtant qui est hyper basique, mais j'ai mis 6 mois avant de connaître ce truc. Et dans la rue, j'étais là, je dis Doué-Bouchi, bah non, Doué-Bouchi c'est pas ça. Et j'étais là, je dis merde, comment on dit pardon, tu vois. Et j'étais perdu. Et c'est avec une de tes formations que j'ai appris ça justement. Et voilà, encore très pragmatique, tu vois. Dès le départ, qu'est-ce qu'il faut connaître, et après rajouter les trucs un peu plus. Toujours voilà crescendo, tu vois, l'apprentissage. Bah, l'avantage des formations, c'est que c'est du point de vue d'un Français qui a appris la langue chinoise en tant que langue étrangère. Alors que la plupart des livres de chinois ou des cours de chinois, si tu vas dans une école de chinois, souvent le professeur il est chinois. Ce qui n'est pas forcément mauvais, tu vois, mais c'est juste que c'est différent. La pédagogie va être différente. Difficile de se mettre dans la peau d'un Français vraiment quand t'es. En plus, moi j'ai appris le chinois il n'y a pas si longtemps que ça en fait, et c'est encore frais dans ma mémoire. Je connais encore tous les problèmes que tu rencontres et comment j'ai fait pour les résoudre. Donc c'est ça en fait que j'essaie de faire passer dans les formations, c'est genre, voilà, moi j'ai eu les mêmes problèmes que vous aviez quand vous étiez débutant, voici comment j'ai fait pour les résoudre, et voici comment vous pouvez faire pour aller plus vite que moi, parce qu'à l'époque j'ai galéré, tu vois, j'ai tâtonné, j'ai testé, il n'y avait pas de formation en chinois quand j'ai commencé, tu vois. Bien sûr, mais ça que j'aime bien aussi avec tes formations, c'est dès le départ, tu cibles le problème, tu attires notre attention, parce que c'est vrai, on passe tous par là, et puis là tu dis, ah, voilà la solution. Et puis t'es réaliste, tu vois. T'es pas un vendeur de rêve. Il y a des gens, tu vois, ils sont vendeurs de rêve, ils disent ah bah écoutez, il faut faire comme si, c'est bon. 3 jours. Voilà, en 3 jours, vous allez apprendre la prononciation. Alors, en fait, non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Mais ouais, je vois très bien ce que tu dis avec ces hacks. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre les formations d'Alex et j'ai trouvé ça. Bah, j'en ai fini 2 à l'heure actuelle que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celle sur la prononciation et celle-là m'a particulièrement scotché. Là, avait donné des astuces, mais alors que je pense qu'aucun prof chinois ne donnerait en temps normal. C'est vraiment, c'est aux petits oignons, quoi. Tu adaptes vraiment au public francophone et comme tu dis dans la formation aussi, un chinois standard, il va te faire répéter les 5 tons et dire voilà, c'est comme ça, allez débrouille-toi. Apprends-les par cœur. Mais cette analogie que tu as fait sur les accords de guitare, pour les enchaîner, c'est ça avec les tons finalement, il faut savoir les enchaîner dans une phrase. C'est pas parce que tu les connais séparément que tu vas réussir à les dire. C'est clair. Donc j'ai particulièrement aimé cette méthode pour apprendre les tons. Et après, on le disait pour Bukhawis, ça c'est ta formation sur la conversation. J'ai réussi j'ai tout fait aussi et ça pareil, c'est très pragmatique, c'est que des phrases. Depuis que j'ai appris ça, je m'en suis servi des dizaines de fois déjà en même pas de 3 semaines. Voilà, je ne peux que recommander les formations d'Alex. Et donc oui, et après, donc tu as continué après à faire toujours des articles. Dans l'histoire du site, en gros, j'ai lancé la première formation sur la prononciation. Et là, il y a eu des super retours, des gens qui m'ont dit ouais, enfin, j'ai compris comment ça marche. Mes correspondants chinois m'ont félicité, mes amis chinois m'ont félicité. Quoi, ça fait plaisir quand tu as des élèves qui te disent qu'ils ont mis en pratique ta formation et qu'en plus on leur a félicité, tu vois, leurs amis ou leurs correspondants ou leurs collègues chinois leur ont dit waouh, c'est incroyable, ta prononciation elle est passée à un autre niveau en l'espace de quelques semaines, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc c'est ça en fait qui m'a motivé à continuer. Donc ensuite, suite à ça, j'ai lancé la chaîne YouTube, qui reste une petite chaîne finalement. Il y a même pas. Je trouve que c'est un bon complément et c'est aussi un tunnel de vente pour tes formations. C'est une vitrine, un petit peu, c'est une vitrine, mais en même temps, c'est pas genre tu vas pas trop teaser, tu vas vraiment donner des vrais conseils toi dans ces vidéos. Et c'est aussi qualitatif que des formations. Tes formations sont beaucoup plus complètes, bien sûr. Tu y as passé des mois et des mois, j'imagine. Des semaines, des semaines, voilà quoi. Mais pour tes vidéos YouTube aussi, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai appris aussi. Tu veux, YouTube, c'est parti quand je te disais, là, quand on parlait tout à l'heure de la Chinese House, tu sais, j'avais un coloc qui comment apprenait la langue chinoise. Et souvent le soir, on se posait sur le canapé, tu vois, et on se posait des questions genre, c'est quoi la différence entre ces 2 mots là? Pourquoi ils se traduisent pareil, tu vois? C'est comment on les utilise en pratique ces mots? Tu sais, on creusait comme ça. Et ce qui se passait souvent, c'est que je prenais mon petit bloc-notes, mon petit cahier chinois, tu sais, en Chine, les petits cahiers ils sont jaunes, je pourrais te montrer, je l'ai avec moi, mon petit cahier. Donc c'est un petit cahier jaune, je prenais mon crayon à papier, puis je lui expliquais, alors je lui dis, regarde là, tu mets la particule ici, là, après tu mets ce mot là, machin, puis c'est comme ça que ça marche. Écoute pas le prof, il dit n'importe quoi, regarde, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a progressé ensemble. Et YouTube, en fait, finalement, c'est juste l'extension de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre mon petit cahier et mon crayon à papier, je vais prendre mon pad et mon stylet, puis je vais aller faire 10 minutes, je t'expliquer le truc, genre pourquoi ce mot-là on l'utilise dans cette situation et pas dans cette situation-là, quelle est la différence entre ces 2 mots qui se traduisent pareil, comment on utilise cette particule grammaticale, etc. Tu vois, des problèmes que francophones, nous on se pose et que les professeurs chinois ne peuvent pas forcément répondre, tu vois. Tu vois, c'est comme si en français, moi je te posais la question, c'est quoi la différence entre 1 an et 1 année?
Nous en français on va se dire c'est bon, c'est pareil. C'est ce genre de truc, on s'arrache les cheveux en tant que prof de français pour répondre mais du point de vue d'un chinois qui apprend la langue française, c'est super frustrant de ne pas savoir comment utiliser la différence. Et en chinois, il y a plein de situations comme ça. Donc YouTube, pour moi, c'est un peu une vitrine. Voilà, je vais te montrer un peu ma pédagogie, je vais te montrer ma façon d'expliquer. Et si tu aimes un petit peu ce que je fais sur YouTube, alors tu vas adorer les formations, puisque les formations vont 10 fois plus loin que dans YouTube. En tout cas, ton site c'est chinoistips.com. Chinois-tips. Non, chinoistips. chinoistips.com. Voilà, je sais que c'est en anglais, j'en m'en fous. Voilà. Ouais, mais ça. Ouais, après, tips, c'est un mot que je pense que. J'ai toujours été nul avec les noms, donc j'ai pris le nom qui me venait en tête. Ouais, bah, je m'en fous. Chinoistips.com. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo avec toutes les formations. Donc, à l'heure actuelle, tu as 4 formations. Ouais, un peu plus, même 5. 5. J'en crée en continu en fait. Ouais. Tous les 2-3 mois, il y en a une nouvelle qui sort. La dernière qui est sortie, c'est la grammaire. La grammaire, tu l'as suivi ou pas? Si j'ai suivi, là à peu près, j'en suis à un tiers à peu près, 33% à peu près, 40%. Bon. J'ai été assez occupé, mais pareil, c'était vraiment très utile. Là, je commence à attaquer les niveaux un peu intermédiaires. Donc pour les gens qui bloquent, tu sais, au premier plateau, là, tu sais, HSK3, HSK4, c'est un peu le moment où tu commences à stagner. C'est un peu dur de progresser. Donc là, je fais des formations pour ces gens-là. Donc du coup, au niveau des formations, donc là on disait la grammaire, c'est la dernière qui est sortie en date. Après, tu avais fait la prononciation dont j'ai un petit peu parlé, la conversation aussi. Je pense que pour quelqu'un qui débute totalement chinois, la conversation c'est peut-être le plus, tu vois, il veut être capable de faire ses premières phrases, ses premiers trucs. Clairement. Et c'est vraiment, t'accompagnes la personne parce qu'elle est hyper complète, quoi. J'étais impressionné quand j'ai vu ça. En fait, le but de cette formation, c'était, moi la première fois que je suis arrivé en Chine, j'avais un niveau que j'appelle le niveau se faire des potes. Ça veut dire en gros, c'est pas le niveau courant. Tu vas pas être capable de tenir des conversations incroyables en chinois. Par contre, tu vas être capable de te débrouiller. Ça veut dire que tu vas pouvoir te déplacer, commander à manger, négocier ton loyer. Tu vois, j'ai vraiment réussi à négocier mon loyer. La première fois que je suis arrivé en Chine, bon, c'était difficile évidemment, mais c'est possible. Même ouvrir un compte en banque, tu vois, ouvrir une ligne téléphonique et surtout, le plus important, se faire des potes. Parce que quand tu arrives dans un pays inconnu, que tu connais personne et que tu es tout seul, que tu voyages en solo, en mode nomade digital avec un sac à dos, bah, tu veux te faire des potes forcément, tu veux un petit peu découvrir les gens, parler avec les gens et tout. Donc cette formation, la conversation que tu mentionnais, je l'ai pensée dans ce sens-là. C'est-à-dire que je voudrais qu'à la fin de cette formation, la personne elle ait le niveau se faire des potes. Alors c'est pas le niveau courant, mais dès le niveau, je me débrouille bien, tu vois. Ça, je suis à 100% et j'ai trouvé extrêmement, c'est extrêmement adapté. Voilà, tu peux te démerder quoi, à peu près dans toutes les situations. Voilà, donc tu as fait aussi cette formation-là, tu as fait les caractères aussi. Ouais, caractères. Là, j'ai commencé à la suivre. Faut savoir que moi, je m'entraîne à les lire aussi avec une application qui s'appelle Anki. Je m'entraîne à toujours lire les caractères, mais c'est aussi très, très utile de savoir les écrire. Ce que tu nous apprends un peu avec l'ordre des traits. Et c'est comme la prononciation, tu as vraiment une méthode où tu montres vraiment les clés, je crois que ça s'appelle, ou les radicaux. Voilà, et pareil, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien pensé. C'est pour les gens qui veulent apprendre à écrire, ou même simplement lire, mais c'est aussi pour apprendre à écrire. Et on voit un petit peu de calligraphie. Si tu as commencé déjà, tu sais, des premiers traits de calligraphie, dans quel ordre on trace les traits, pourquoi on les trace dans cet ordre-là, pourquoi on fait des petits détails, tu sais, dans des fois des caractères, tu as des petites croches comme ça. Pourquoi c'est important et comment y penser en fait. Voilà. C'est une formation qui est vraiment centrée sur les gens qui ont... Souvent il y a des gens en fait qui apprennent le chinois, ils commencent par l'oral en se disant les caractères je vais les c'est l'erreur, ou alors ils se disent je vais faire que du pinyin. Voilà, je vais faire que du pinyin. Et là ils se disent merde, en fait je suis tout le temps emmerdé parce que dès que je vois des caractères je sais pas lire. Après vous finissez comme moi à mon cours d'initiation, là vous vous faites virer parce que puis surtout quand tu sais lire le caractère. Moi dans l'avion là, j'ai venu à Nanjing, j'ai vu par exemple un film en chinois et j'ai réussi à reconnaître le pinyin quand je l'ai entendu et j'ai vu le caractère et j'ai réussi à photographier le caractère. Je me dis tiens ce caractère il y avait un caractère que je connaissais, un caractère que je connaissais pas. Le mot c'était xiangfa, tu vois, xiangfa, l'idée, tu vois. Xiang je connais et fa, mais les deux associés, tu vois. Mais j'ai aussi à voir, je connais le caractère, tu vois. Et du coup j'ai associé le pinyin au caractère et du coup je connaissais le mot, ça y est. C'est ça qui est bien avec les caractères. C'est ça qui est bien, c'est des briques en fait. Et une fois que tu connais les briques, après tu les assembles différemment, mais finalement c'est pas si difficile d'apprendre des nouveaux mots une fois que tu connais les caractères. Donc c'est une formation qui est vraiment faite pour les gens qui ont un peu zappé les caractères au début en se disant j'apprendrai ça plus tard et qui se retrouvent coincés évidemment parce que tu peux pas vraiment progresser en chinois si tu zappes les caractères parce que finalement c'est le plus important je pense
Il arrivera la même chose qui t'est arrivé quand tu as voulu tricher. Comme moi, en cours de chinois, vous vous retrouvez à apprendre par cœur des pinyin, vous comprenez rien du tout. C'est impossible d'apprendre des pinyin. Ça veut rien dire. Ça n'existait pas en plus les pinyin avant. C'est pas quelque chose de très récent. Moi, vraiment, le conseil que je donne aux gens souvent, c'est éloignez-vous des pinyin. C'est un outil. Faut pas partir de ça en fait. C'est juste un moyen pour se rappeler de la prononciation, mais c'est tout. C'est limite voilà les tons. Ça va être plus pour les tons, savoir quel ton. Pour les tons à la limite, mais sinon les pinyin c'est juste un outil en fait. Il faut pas se baser là-dessus. Sinon après on prend la mauvaise habitude d'apprendre à partir des pinyin. Et dans notre tête c'est un gros bordel parce que tu vas avoir un pinyin, tu vas avoir plein de définitions possibles. Et plus tu progresses, plus ça s'empire. Ouais. Par contre les Français ils sont tous en genre quand ils disent apprendre le chinois, ils te disent dès le départ les caractères. Et moi je me souviens que quand j'avais des cours d'initiation à ma fac à Montpellier, souvent les profs de chinois disaient ah non on passera pas du tout par le pinyin. Ouais. Et du coup pour la prononciation, tu vois les premiers cours c'est quand même la prononciation le plus important. Ouais. Si tu sais pas dire les pinyin, bah t'es au stade 0 quoi. Ouais les pinyin c'est quand même important tu vois. Je dis au pas début, que ça sert à rien. Au tout début c'est utile mais à un certain stade où tu connais vraiment bien ta prononciation, tu sais les tons, tu les reconnaître et tout. Bah après il faut quand même se mettre au caractère, c'est sûr. Mais dès le début, si tu te dis je vais pas du tout voir les pinyin, en fait il y a deux écoles. Il y a deux écoles en chinois. Il y a ceux qui disent que les caractères faut les voir plus tard, qu'il faut pas se concentrer dessus au début, que ça sert à rien, que c'est une difficulté trop difficile au début. Et tu as une autre école qui dit les caractères faut les apprendre dès le premier jour. Alors après chacun a des arguments pour et contre. Moi je suis plutôt partisan de les caractères. Faut les faire dès le premier jour. Même si c'est difficile, même si c'est vrai qu'au début c'est long, bah ouais, faut se mettre dedans quoi. Puis le goût aussi du chinois, on le prend comme ça. Ouais. Si on commence à comprendre la logique des caractères, ce que t'enseignes dans la formation, on se dit putain c'est logique en fait. Et un truc ce que tu dis aussi, c'est que ça paraît abstrait au début, c'est comme un dessin. Merde, comment je retiens ce truc là. Mais une fois que tu comprends comment le décortiquer le truc, tout de suite tu prends plus de plaisir et ça devient plus logique. Ouais. Et de ce fait, après, franchement les caractères je vais m'y mettre, je comprends de mieux en mieux la langue. Et... Ouais, ça sert énormément pour apprendre la langue. Moi après je suis peut-être un peu biaisé, tu vois, parce que moi quand j'ai appris le chinois à la base, les caractères je les trouvais jolis. Et donc pour moi c'était pas pensable de pas les apprendre en fait. Mais bon, après ça dépend des gens, tu vois, il y a des gens ils veulent juste parler chinois, les caractères c'est plus un frein pour eux, tu vois, ça les ralentit dans leur progression, je comprends tout à fait. J'ai rencontré beaucoup de gens d'ailleurs qui ont complètement zappé les caractères et qui finalement arrivent à un niveau, tu vois, bon c'est pas super, mais ils se débrouillent. Et ils ont appris 2 fois plus vite que les autres, forcément, parce que quand tu zappes les caractères, ça va plus vite. Mais ils regrettent, toujours. L'impression qu'ils ont, c'est putain, je suis bête. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Donc finalement, c'est pour ça que je conseille aux gens de se mettre dans les caractères dès le début, même si c'est un peu plus dur, parce que au long terme, c'est 10 fois plus rentable. Mais en fait, la problématique dont on parle, c'est un peu la même que disait Julien Fontanier pour le japonais. Ouais. Le pinyin en japonais s'appelle le romaji. Ouais. Et il disait aussi, mais éviter le romaji, en tout cas au tout début peut-être. Ouais, il est pas fan je crois. Non, il a dit parce que si tu utilises le romaji pour apprendre des caractères japonais, c'est comme si, je sais pas moi, t'apprenais l'arabe avec le russe. C'est complètement débile. C'est complètement débile. C'est une bonne analogie. Ouais. C'est l'analogie qu'il fait, mais il me dit dès le début en fait, il conseille sur la phonétique, quand tu veux décortiquer un kanji en japonais, tu sers des katakana, tu vois, des hiragana, mais tu te sers pas du romaji. Ouais. Et ben en chinois c'est pareil, si tu te sers tout le temps du pinyin, tu fais la même connerie quoi. Le pinyin c'est important, tu vois, je pense que c'est un bon outil pour savoir comment. Pour la prononciation, Mais beaucoup de gens ils le considèrent pas comme un outil, ils le considèrent comme la langue en part entière, tu vois, ils parlent des pinyin. Ouais. Et là, en fait, le pinyin il est nulle part. Ouais. Si tu vas en Chine, il n'y a pas de pinyin quoi. Pas de pinyin quoi. Si tu vas dans le métro chinois, il n'y aura pas les pinyin. Donc ça sert à rien d'apprendre des pinyin en fait. Ouais. Mais c'est pareil, moi il n'y a pas si longtemps, je voulais commencer à lire un peu en chinois, parce qu'il y a de plus en plus de caractères que j'arrive à reconnaître. Et tu m'as recommandé de lire Le Petit Prince. Ouais. Qui est compliqué c'est difficile. Mais même si je mets 30 ans, je m'en fous parce que je vais à mon rythme, tu vois, et puis les caractères, j'en fais des flashcards, et puis voilà, et puis je vais à mon rythme. Mais si au début j'étais en mode je vais regarder des bandes dessinées avec du pinyin, tu vois, mais ok, je vais peut-être comprendre le contexte, soit comme si je regardais, je vais lire comme si j'écoutais un film un peu, parce que je vais voir le pinyin, je vais plus comprendre, mais au final ça m'entraîne pas à lire mieux les caractères. Je t'ai conseillé Le Petit Prince surtout pour la motivation, parce que le jour où tu finis Le Petit Prince en chinois, putain, le jour où tu peux dire à tes potes, les mecs, j'ai fini Le Petit Prince en chinois, mais mec, t'as un niveau après, t'es fier de toi. La grande fierté. Quoi. La grosse fierté. Après, Le Petit Prince, c'est difficile à lire, il y a beaucoup de proverbes de Chang'e. Quand ils ont traduit en chinois, comme c'est très littéraire, ils ont mis plein de proverbes, donc c'est pas si facile que ça à lire. D'accord, et pour du coup Chinois Tips, est-ce que tu as des projets
pour le futur? Parce que là, tu as fait. C'est quoi la 5e formation d'ailleurs que tu avais fait? J'avais fait une petite formation en une sorte de présentation de mes méthodes, tu vois. Pas très long, juste 1 heure. Juste pour montrer aux gens voilà, vraiment les fondamentaux, quoi. Voilà. Donc c'était une petite formation en fait, c'est un apéritif. Je l'appelais ça la formation apéritif. Et comme ça en fait les gens ils voyaient un peu un aperçu des méthodes et si ça leur plaisait, et ben ils pouvaient aller plus loin après. D'accord, donc du coup est-ce que tu as d'autres projets, peut-être d'autres formations j'imagine, ou même d'autres projets carrément pour Chinois Tips, le site là je suis passé à plein temps sur le site, donc pour l'année prochaine surtout, le projet est très simple, hein. C'est proposer une solution aux gens qui permettent de partir d'un niveau 0 à un niveau courant. Voilà, je vise vraiment le niveau courant, même si c'est difficile à atteindre. J'ai plein d'idées de formation. Franchement, j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc j'ai plein de briques comme ça. Moi, je vois ça comme un escalier, tu vois. Donc tu pars de 0, puis tu montes comme ça, tout petit à petit. Et le but, ça serait d'aller jusqu'au niveau courant, c'est-à-dire parler couramment. Au sens où nous, on l'entend en français, quoi. Vraiment, c'est-à-dire à l'aise en conversation, tu peux converser sur ce que tu veux. Voilà, donc ça va prendre évidemment pas mal de formation pour arriver à ce niveau-là, mais c'est le but du site. Mais en tout cas, de mon avis, de mon point de vue, en tout cas, j'ai rarement vu un contenu linguistique aussi qualitatif, dans le sens où vraiment exhaustif, vraiment tu t'appliques pour expliquer quoi. C'est pas. Ah ouais, je me prends la tête de. Moi, quand je tombe sur des chaînes linguistiques, c'est souvent des petits conseils à droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment de formation qui t'apprend de A à Z à avoir un petit niveau quoi. Et c'est vraiment ça. En fait, je crée le site que moi personnellement j'aurais aimé avoir quand j'apprenais la langue. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait rien en français. C'était surtout en anglais. Et malheureusement, il n'y avait rien en français. Donc, je suis en train de. Et tous les contenus se ressemblent un peu aussi dans les langues, j'ai remarqué souvent. Tu vois, moi j'ai le japonais comme référence, mais je me rappelle quand j'apprenais un peu le japonais, je voyais qu'il y avait les mêmes moyens mémotechniques, ils étaient tous un peu les mêmes, tu vois, et voilà. Alors que bon, je trouve qu'il y a aussi, t'as aussi ta propre identité dans ce que tu fais. Ouais, il y a un petit peu l'esprit, voilà, on cherche la performance quand même, on n'est pas là pour glander. Donc on essaye vraiment de booster à mort. Moi mon but à la base le site je l'avais créé sur le créneau de la vitesse, tu vois. C'était un peu là-dessus que je m'étais différencié. Donc c'était comment apprendre le chinois, mais pas juste apprendre le chinois, c'était apprendre le chinois rapidement, tu vois. Puis après petit à petit les gens ils ont commencé à apprécier les formations, donc je suis plus tellement sur la vitesse, je suis plus sur vraiment je veux que les gens ils aient progressé, c'est ça le plus important pour moi. Et voilà. D'accord, bah voilà pour suivre Alex, la chaîne YouTube aussi. Le site chinoistips.com, tous les liens sont dans la description de toute façon, que ce soit le blog, les formations, la chaîne YouTube. Voilà, merci Alex pour cet entretien. Merci à toi. Voilà, on est à 46 minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je continue avec Alex un petit peu le vlog pour ces quelques jours qu'on passe à Nanjing et à Shanghai. La chance fait beau. Il fait beau en plus, ouais. Alors qu'à Chengdu, c'est la tempête. T'as de la chance toi quand même. La chance, voilà. Bah, merci pour cet entretien et continue à nous suivre sur la chaîne.